Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. N'oubliez pas de rêver, le podcast de ceux qui n'ont jamais cessé de rêver. Ici, ce sont témoignages inspirants et bonne humeur. Et aujourd'hui, j'accueille Quentin. Bonjour et bienvenue. Salut Lucie, merci pour l'invitation. Merci à toi, ravi de t'accueillir, ravi que tu aies accepté. Pour démarrer, je te laisse te présenter et il faut donner ta qualité principale dans ta présentation. Ok, bah alors moi je m'appelle Quentin, j'ai 31 ans actuellement et je suis data analyst de profession, donc c'est mon métier principal et j'ai une seconde activité, c'est en partie pour ça que je suis là. Je suis coach sportif spécialisé dans le triathlon et dans le running. Donc on accompagne maintenant depuis 4 ans avec deux autres personnes, des athlètes qui décident de se lancer avec nous pour progresser, pour aller plus loin, pour aller chercher de la performance. On a aussi des débutants, donc on a vraiment un panel assez varié. On a des jeunes, des vieux, des débutants, des plus forts, on a de tout. Et on a dans ce lot d'athlètes, trois athlètes professionnels. Donc là, c'est vraiment ce qu'on a de plus performant, qu'on accompagne, eux, depuis maintenant un peu plus de 2 ans. Donc c'est un travail qui est un peu différent selon l'athlète. Si le niveau est plus fort, on aura tendance à accompagner un peu moins, ce qui peut paraître paradoxal. Si le niveau est plus faible, les débutants, on va tendance à être un peu plus présent dans leur vie, comme on aime bien dire, et à les accompagner de manière beaucoup plus encadrée. Donc si je dois résumer une qualité, alors c'est pas évident parce que je suis un peu mégalo, je dirais que je suis quelqu'un de très organisé. Alors Ok. c'est quelque chose qui me définit assez bien dans ma vie depuis toujours, je dirais. Il n'y a jamais rien qui traîne, il y a tout qui est préparé, il y a tout qui est vraiment bien carré. Donc c'est assez bien pour me définir, je pense. Ok, je comprends mieux parce que quand on a préparé l'épisode, c'était ça effectivement. Donc, je Ouais, comprends. si on est Je, d'accord, tant mieux. ouais, je sais que tu es aussi passionné de cinéma, donc je voulais te poser une question là-dessus, si tu as un film préféré. Ouais, alors choisir un film, c'est un peu comme me demander de choisir entre mon père et ma mère, c'est pas évident. Donc je vais t'en donner deux, je dirais en premier Ok, Blade Runner, qui est un film de science-fiction que j'apprécie beaucoup. En fait, j'aime beaucoup le message qu'il y a dedans, qui est pour moi toujours d'actualité. C'est un vieux film. Il est un peu difficile à regarder actuellement pour des gens qui découvrent, mais moi, j'avoue, je l'adore. Je saurais pas te dire pourquoi par le message, mais c'est un film qui me parle. ok, Et en ok. deuxième, je dirais Old Boy. Donc, c'est un film un peu moins connu. C'est un film qui est sud-coréen avec une histoire un peu farfelue et c'est pareil. C'est de l'art, ça me parle. Donc, je peux pas te dire pourquoi, mais je l'adore. Ok, très bien. Je voulais qu'on revienne aussi pour commencer sur ton parcours, notamment ton parcours scolaire. Quel type Ouais. d'élève tu étais? Est-ce que tu aimais apprendre? Alors, aimer apprendre, je l'ai découvert un peu trop tard, je pense. Non, j'étais un élève plutôt dissipé, comme aiment bien dire les profs. Ok. J'étais quelqu'un qui aimait beaucoup s'amuser, qui aimait beaucoup aller à l'école pour voir les copains, mais pas spécialement pour étudier de la bonne manière, on va dire. Donc assez turbulent, qui aimait bien rigoler et qui avait beaucoup de mal à se concentrer. Et le métier que tu voulais faire quand tu étais enfant? Alors quand j'étais enfant, je voulais être astronaute, je pense. Aussi loin que je puisse me souvenir, c'était ça. Euh, alors il n'y a pas eu beaucoup de suites, hein. Déjà, il fallait travailler bien à l'école, donc tu comprends que ça s'est vite arrêté pour moi. Non, j'aimais bien regarder là-haut, savoir ce qui se passe, se dire qu'on est quand même tout petit là-dedans, qu'il y a beaucoup de choses autour de nous, sûrement. Essayer de comprendre où est-ce que ça s'arrête, en fait. Rien que cette notion, je la trouve assez effrayante, mais en même temps, elle me fait me poser des questions, quoi. Savoir jusqu'où ça va, il est où le mur, en fait? C'est comme notre maison, elle a des murs. Est-ce que notre monde, est-ce qu'il y a un mur quelque part où ça s'arrête? Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup fasciné. Et on en est resté là. D'accord. Et du coup, comment t'en es arrivé à ton métier actuel? Alors, mon métier actuel, c'est pas forcément un métier coup de cœur. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire dans ma vie quand même, mais c'est plus venu des facilités que j'avais, on va dire, dans certains domaines à l'école, où je me suis pas pris la tête, hein. J'ai vu là où ça marchait un peu mieux qu'ailleurs et je me suis dit, bah, on va chercher quelque chose dans cette direction. Donc, moi, mon truc, c'était un peu plus les mathématiques que le reste. Donc, j'ai été me renseigner auprès d'un conseiller d'orientation et ça a débouché là-dessus. Ok. Et qu'est-ce que tu aimes particulièrement dans ton métier? Ce que j'aime dans mon métier, c'est vraiment le côté où on arrive avec
plein de données, plein de quelque chose, plein de parts de morceaux d'entreprise, de morceaux de travail de gens. Et derrière, on sort des résultats, on fait parler ces chiffres, on fait parler les mots qu'on a, les données qu'on a. En fait, à travers ça, on va réussir à permettre aux gens de prendre des décisions. On va les aiguiller dans des décisions, parce que nous, on ne prend pas de décision, bien sûr. On va Ok. les aiguiller dans des décisions et ça va permettre à l'entreprise d'avancer, de prendre une direction, de prendre une stratégie parfois. Et c'est ça que j'aime bien. Ok. Est-ce qu'il y a une idée reçue sur ton métier que tu aimerais déconstruire? Une idée reçue, c'est un peu je sais pas, comme question, là, je ne saurais pas dire. Peut-être qu'on est des matheux, on aime bien les chiffres, Ah si, une idée reçue, ce serait plutôt que les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut. Ah, Alors c'est une idée reçue moyennement, parce que oui, en soi, on leur fait dire ce qu'on veut. Leur interprétation, elle est assez large, mais il y a quand même une part de calcul et de mathématiques derrière, et ça, on peut pas aller contre. ah oui, ok, je vois. Très bien. Et à qui tu dirais que ça peut correspondre, tu vois, dans les personnalités ou les appétences, tu vois, les gens qui aiment l'analyse, est-ce que c'est un métier plutôt calme et du coup c'est plutôt pour ce type de personnes-là? Ouais, je pense que là, tu as bien cerné le truc, c'est vraiment un métier pour des gens qui sont calmes, qui aiment bien, on peut dire la discrétion d'entreprise, c'est qu'on est quand même très solitaire. Alors, j'ai pas fait d'énormes entreprises non plus, je suis resté que dans des PME, mais on est là du début à la fin dans un process qui est assez long, et malgré tout, on reste quand même relativement seul. C'est-à-dire Oui. on a un supérieur, hein, comme tout le monde, mais on n'intervient pas avec des collègues proches, on fait notre boulot dans notre coin et basta. Hmm, ok. Je voulais savoir aussi ton lien au sport. Est-ce que tu as toujours été passionné de sport? Est-ce que tu as toujours été sportif? Alors j'ai toujours aimé le sport, ça oui. Donc j'ai toujours suivi pas mal l'actualité sportive, je me suis toujours retrouvé là-dedans. Quand j'étais petit, j'ai eu l'occasion de faire pas mal de sport. C'est vrai que mes parents me poussaient quand même à m'inscrire, à essayer des sports tout au long de mon enfance. Donc j'ai fait pas mal de choses. J'ai fait des sports individuels, des sports co, des sports de raquettes, des sports sans raquettes. J'ai fait plein de trucs. Et j'ai arrêté un peu plus tard, on va dire vers la fin du lycée, pendant un an ou deux. Et c'est Ok. vraiment là que je me suis rendu compte que c'était mon truc, en fait, que je pouvais pas faire sans. En fait, j'ai arrêté contre mon gré pour aller faire mes études. Et du coup, ça m'a manqué. Donc j'ai eu besoin d'y retourner et j'y suis retourné. Assez Ok. fort. Et comment tu as démarré le triathlon? Alors le triathlon, j'ai démarré un peu comme tout le monde, en fait. Il y a pas 36 moyens de démarrer. C'est toujours à partir d'un sport. Donc moi, le premier sport que j'ai pu faire des trois, ça a été le vélo. J'ai commencé le vélo vers la vingtaine, par là. Ok. Je m'y suis mis vraiment pour découvrir un peu, pour aller voyager, pour essayer de faire des kilomètres sans prendre sa voiture. Donc c'était vraiment du plaisir au début de la découverte, essayer de monter, essayer de descendre super vite, enfin, faire un peu comme les mecs au Tour de France, quoi. Et puis ça m'a pris, j'ai aimé ça. Alors j'ai continué. Je suis arrivé aussi, ouais, il y a quelques années de ça, je saurais plus te dire, à quitter la région parisienne. Je suis originaire de région parisienne et je m'étais dit qu'avant de partir, je ferais bien le marathon de Paris quand même. Et du coup, bah, je me suis lancé dans la course à pied à ce moment-là, tout en gardant un peu de vélo à côté. Puis bah, une fois que c'était fait, il restait plus qu'à rajouter de la natation et le compte était bon. Ouais. Je suis pas sûre qu'il restait plus qu'à. C'était. Ah, c'est la partie, on va dire, un peu légère du triathlon, la natation. C'est compliqué à apprendre, mais une fois que c'est maîtrisé, ça va. On y va avec plaisir. Moi, j'ai beaucoup lu pour préparer l'épisode. Enfin, je me suis beaucoup penchée, tu vois, pour essayer de comprendre. Et je voulais que bah, tu puisses décortiquer cette vision-là du triathlon. Est-ce que c'est un mais trois sports? Est-ce qu'il y a beaucoup de travail de l'ombre? Tu vois, est-ce que c'est difficile? Alors, je dirais pas que c'est un sport. Je suis d'accord que dans la compétition, ça reste une épreuve. Mais pour moi, c'est vraiment trois sports qui sont complets les uns envers les autres. Et c'est l'accumulation de ces trois-là qui fait le triathlon. En fait, on n'a pas un entraînement dans un sport qui va nous faire être bon dans les trois, c'est vraiment un entraînement dans les trois sports. Donc pour moi, à partir de là, c'est trois sports, point barre. Il y a de la Ok. technique dans chacun, il y a du travail spécifique dans chacun, donc ça peut pas être un sport. Mm. C'est un mélange,
de 3 sports d'endurance quand même, je suis d'accord. Donc ça reste un milieu similaire dans le sport. Ils se complètent tous les 3. Donc on a une activité physique qui est très différente sur les 3. Donc la natation va faire travailler un peu plus le haut du corps, le vélo un peu plus les cuisses, et puis la course à pied va abîmer tout le reste du corps. Donc ça se complète assez bien. Mais pour moi, ça reste quand même 3 sports différents. Qu'est-ce que tu dirais sur le fait de ce que le sport t'a appris, tu vois, sur l'organisation, la discipline, la gestion des priorités? Est-ce que tu Ah, arrives à dire, alors comme je te le disais tout à l'heure, je suis pas quelqu'un qui aime apprendre. Donc je saurais pas s'il m'a appris beaucoup de choses. Je pense qu'il a confirmé plutôt un caractère que j'avais. Je pense que l'organisation, on en parlait au début, le oui, sport, il m'a plongé là-dedans d'une manière encore plus forte que j'y étais déjà. Et je l'ai gardé dans ma vie de tous les jours, en fait. Je suis obligé le matin quand je me lève de savoir ce que je vais faire, de savoir quand je vais le faire. Et ça vient clairement de là. Après, sur ce que ça peut apporter aux gens, vu on côtoie quand même pas mal de triathlètes maintenant, je pense que oui, ça leur apporte beaucoup de fierté. C'est pas forcément le triathlon en soi, c'est plus la pratique du sport et le dépassement. Et c'est vraiment le premier bienfait. Donc, la fierté, il y a la rigueur aussi. Tout ce qu'on peut entendre de résilience, ça en fait partie. Je pense que la résilience, c'est vraiment spécifique à tout un chacun. Il y a des gens qui vont oui. plus facilement aller dans leur retranchement, qui vont aimer ça. Dans ce cas-là, il n'y aura pas vraiment de résilience, on ne va pas appeler ça de la résilience. Et il y a des gens qui, au contraire, vont devoir aller piocher, vont devoir aller chercher un peu plus loin que les autres. Et là, pour le coup, moi, c'est ceux qui m'impressionnent le plus. Et là, on parle de résilience. Et c'est quelque chose que j'admire beaucoup chez certaines personnes, peu importe le niveau. Il y en a qui ont la capacité à se faire très très mal, à pas aimer ça, mais à quand même le faire. Ok. Et tu sais, je demande souvent les définitions dans les épisodes. Pour toi, c'est quoi la définition justement de la résilience? Parce que tu l'as beaucoup employée. La résilience, c'est de se dire que ça fait mal, mais que je m'arrête pas. D'accord. Ok. Et ton projet actuel de coaching sportif, comment il est arrivé? Alors, il est arrivé à force de faire des courses, à force de rencontrer des gens. Je pense que c'est vraiment les personnes que j'ai croisées qui m'ont mené à ça. Donc là, comme je te disais au début, on est 3 à travailler dans notre structure. Donc il y a Louis, qui a 28 ans, il y a Nicolas, qui a 37 ans, qui est un peu plus vieux, et moi du coup. Et on s'est croisés plusieurs fois sur des courses. On s'est croisés avant les courses, on a discuté pas mal, on a échangé. Et c'est vrai que le monde du triathlon, mine de rien, n'est pas un énorme monde. Ça reste un petit sport, donc on croise toujours les mêmes têtes un peu partout. Du coup, à force d'échanger, on est devenus amis. Et puis on s'est dit, bah écoute, pourquoi pas. On a tous les 3 la capacité de faire ça. On l'a fait chacun dans notre coin au début. Et après, on s'est dit, pourquoi pas le faire ensemble. C'est ce qu'on a fait. C'est un bon rappel aussi que je voulais que tu fasses. On en avait parlé en préparant l'épisode de l'importance du réseau. Toi, je sais plus comment tu dis des connaissances, mais on était Oui, d'accord. c'est ça, c'est On des était d'accord. relations, oui. Ouais, les relations, voilà. Mais je trouve ça important parce qu'en fait, on n'en a pas conscience, mais parfois il y a plein de gens autour de nous et en Mm, fait, si on les identifie pas, parfois on passe à côté, tu vois. clairement, ouais. Je voulais savoir aussi qu'est-ce qui, toi, t'a donné envie de transmettre, parce que au final, tu aurais pu juste rester, voilà, participer à des courses, mais sans avoir envie d'accompagner d'autres personnes. Alors, je pense qu'il y a eu une espèce de bascule dans ma vie de sportif à un moment. C'est que j'ai commencé à en avoir un peu ras-le-bol. Alors, j'ai toujours aimé ça, j'ai toujours aimé faire des entraînements, faire beaucoup d'entraînements. Mais c'est vrai que peu importe le niveau, quand on se lance sur des distances très longues en triathlon, notre emploi du temps, il ressemble vraiment beaucoup à un emploi du temps de professionnel. Ok. Donc, je pense que même si on n'a pas le niveau des sportifs de haut niveau du triathlon, on a quand même un entraînement de sportifs de haut niveau. Et ça, mêlé à un métier standard, ça fait un emploi du temps très très chargé. Alors, il y a beaucoup de gens qui vivent très bien ça, il y a beaucoup de gens qui s'en sortent. Moi, je pense qu'au bout d'un moment, il y a quand même eu un épuisement de ça, D'accord. mais quand même une envie de rester dans la course, on va dire. Donc, pourquoi pas faire du mal aux autres et les accompagner là-dedans. Est-ce que tu arriverais à décrire un petit peu plus à quoi ça pouvait ressembler ta semaine, notamment dans une idée de volume, tu vois, d'entraînement qu'on puisse se rendre compte?
Ouais, alors c'est pas compliqué. C'est 1 à 2 entraînements par jour. Parfois 3, très rarement, mais selon la période de l'année, donc l'hiver, c'était un peu plus calme en général. On travaillait un peu plus le foncier, ce qu'on appelle le foncier. Donc beaucoup d'entraînements à faible intensité, mais assez longs. Ok. Ça pouvait être en extérieur pour la course à pied, à vélo, c'était souvent en intérieur, donc c'est là que ça devient assez chiant, pardonne-moi le terme, mais ça devient très chiant. Ça va, t'as le Pédaler droit. dans sa maison, c'est quand même un peu moins palpitant que dehors. Et sur la semaine type, je te dirais que ça commence le lundi, ça finit le dimanche. Donc il n'y a pas de jour de repos. Il y en a très rarement, mais ce sera un par-ci par-là, c'est pas un par semaine. Et ça peut aller des séances de 50 minutes une fois dans la journée à 2 séances qui peuvent atteindre 6 heures, 7 heures de sport sur la journée. Mm. Donc tu vas au boulot le matin, parfois tu vas à la piscine avant d'aller au boulot parce que c'est pratique. Le soir, tu finis le Mm. boulot, tu mets les baskets ou tu mets le cycliste et puis c'est parti, quoi. Donc on arrive sur des grosses préparations, on peut arriver à 20-25 heures de sport par semaine. Ok. Mm. Est-ce qu'aujourd'hui, tu trouves que tu as trouvé un équilibre de vie? Si tu trouves que tu l'as trouvé. Alors ça, c'est une notion, l'équilibre de vie. Je t'avoue que je ne sais pas trop la définir, moi, dans ma vie. Je pense pas que là où j'en suis, j'ai besoin d'un équilibre ou que je ressente un quelconque équilibre. Je pense que tout va bien, ça me plaît ce que je fais, ça m'amuse. Je pense que c'est ça qui est important, moi, c'est que ça m'amuse. Alors peut-être que c'est ça mon équilibre, de m'amuser. Mm. On en revient à l'école de tout à l'heure où je m'amusais avec les copains. Bah là, je m'amuse avec les athlètes, je m'amuse à aller voir faire du sport, je m'amuse à en faire pour le plaisir de mon côté. Et mon travail en parallèle, il me convient aussi. Alors, je m'amuse un peu moins au boulot, c'est sûr, mais c'est quand même avec le sourire que j'y vais. Donc, je pense que mon équilibre, c'est de m'amuser et qu'actuellement, ouais, je m'amuse. Ok. Est-ce que tu pourrais détailler un petit peu le lancement de ton activité? Voilà. Comment tu as fait et comment tu as fait pour lancer sans tout quitter? Alors, l'avantage qu'on a, je vais commencer par la fin de ta question, le Pas de sans tout problème. quitter, c'est assez naturel en fait. Moi, j'aurais eu trop peur. J'admire les gens qui claquent tout pour aller se lancer dans quelque chose, mais alors moi, j'ai bien trop peur que ça foire et de me retrouver avec plus rien à faire. Du coup, bah, on a la chance dans ce qu'on a choisi de faire, dans le coaching, de faire ça à distance. Donc, on n'a pas un bureau, on n'a pas un endroit précis, on peut faire ça partout dans le monde. Et ça prend un temps qu'on peut définir, nous, en fonction du nombre d'athlètes qu'on va suivre. Donc là, comme c'est une activité secondaire, on a très peu d'athlètes chacun, mais ça permet en parallèle de conserver notre activité. Donc moi, je dirais que c'est plutôt notre activité, l'activité qu'on a choisie, qui se prête à cet emploi du temps. Ok. Et on garde la possibilité, si un jour vraiment on veut aller plus loin, d'augmenter notre clientèle et de quitter notre boulot, pourquoi pas. Je voulais savoir, dans le fait de s'associer avec d'autres Oui. personnes, comment le trio s'est fait? Est-ce qu'il y a des complémentarités? Qui fait quoi? Est-ce qu'il y a des spécialisations? Est-ce que tu es allé chercher des personnes qui avaient des compétences que tu avais pas, par exemple? Oui, alors on n'a pas forcément été chercher des personnes, c'est ce que je te disais tout à l'heure, on s'est croisés sur des courses, on a lié amitié, donc on s'est plus encouragés les uns les autres à se lancer là-dedans. On est parti au début chacun dans notre coin, donc on s'est lancé à le faire chacun dans notre coin. Et à partir du moment où ça a commencé à marcher un petit peu, on s'est dit, bah, on n'a qu'à créer quelque chose ensemble, ça nous facilitera la vie sur tout ce qu'il y a autour du coaching, donc tout l'administratif, tous les réseaux sociaux, tout ça. Donc Mmh. c'est en partie pour ça qu'on a créé quelque chose ensemble, c'était pour se répartir le travail à ce niveau-là. Mais pour le reste, pour ce qui est de la gestion de nos athlètes, on est tous les trois indépendants là-dessus. Donc on les entraîne comme on veut, on a les process qu'on veut avec eux, Oui. et ça se passe très bien. Quelles compétences tu penses avoir développées avec, cette, activité, secondaire? Est-ce que, il y a eu des apprentissages aussi? Bien sûr. Ce qui m'épate d'ailleurs un petit peu, c'est que je suis quand même quelqu'un de très discret, pas forcément très relation client. Dans mon métier, comme je te disais, je travaille tout seul. Mmh. C'est quelque chose qui pouvait me faire peur au début, me dire mais comment je vais gérer d'être en face
de gens qui ont des attentes et à qui je dois fournir des compétences et faire avancer, quoi. Et finalement, ça s'est fait très naturellement. Je pense que le côté distance aussi, le fait d'échanger en visio comme on est là ou par téléphone, ça aide. Ok. Il y a pas le contact physique, enfin, il n'y a pas la relation physique, donc c'est peut-être plus facile pour moi. Mais c'est quelque chose qui s'est quand même développé au fur et à mesure. Je pense que je suis de plus en plus à l'aise à écouter les gens, à faire parler les gens, à échanger avec eux. Et c'est vrai qu'au début, il y avait un petit peu de stress quand il fallait décrocher le téléphone. Et maintenant, il n'y a plus ça. Maintenant, il y a que de Ah. l'envie. Ouais, c'est bien, c'est que tu vois aussi l'évolution. Et est-ce que tu avais une croyance, genre, j'y arriverai pas? Ou est-ce que tu te dis, bon, ok, c'est pas super, mais je vais progresser, quoi. Alors, je suis d'un naturel un peu optimiste. Donc, j'ai pas forcément cette notion du je vais pas y arriver. Je le Ok. vois plutôt en mode on essaye, c'est marrant. Pourquoi pas le faire? Et puis si ça rate, c'est pas grave, on fera autre chose. On essaiera autre chose. Est-ce que tu as traversé des moments de doute ou des appréhensions particulières? Bien sûr, il y a énormément de questionnements et c'est même pas des périodes, c'est plutôt tout le temps. Alors oui, quand tout se passe bien, quand il n'y a pas de problème, c'est génial. Mais il y a des phases dans l'année où c'est un peu plus compliqué, où il y a un peu plus de problèmes, où on peut avoir une charge aussi beaucoup plus importante de travail. Et, Et c'est bien aussi. C'est, je pense, un équilibre, on va y revenir à cet équilibre. Sur l'année entière, en fait, si on fait le bilan d'une année complète, globalement, c'est quand même un super boulot qu'on fait. On est, on a de la motivation sur l'année. Il y a des mois où c'est plus dur que d'autres. Je pense notamment à l'hiver, où c'est des Oui. mois où on a des entraînements qui sont quand même moins palpitants pour tout le monde. Enfin, on échange avec les gens, c'est vrai que c'est le soir, il fait nuit, il fait froid, les gens sautent plus de séances, on est là à essayer de les rebooster, on est même un peu chiant parfois, donc c'est vrai que c'est pas la meilleure période. C'est tous les ans pareil, on commence à s'habituer, on sait que Oui. les beaux jours arrivent et que le moral va revenir chez tout le monde et c'est cool. Tu as relié ton métier principal avec ton activité de coaching en créant Data Lab. Je voulais que tu commences par expliquer ce que c'est que tout le monde puisse comprendre. Oui, alors on a une double activité, nous, si on peut dire. Alors c'est lié au même secteur, bien sûr, ça reste dans le coaching. On a une partie accompagnement des gens, donc accompagnement personnalisé. Donc c'est ce dont on parle depuis tout à l'heure. Et on a en plus de ça un petit outil, donc qu'on a appelé le Data Lab, comme tu l'as dit, qui est un outil de coaching, donc qui est là pour aider des coachs, pas que nous, à prendre des décisions. Donc c'est exactement ce que je fais dans mon boulot de tous les jours. Donc, il y a de la donnée au début, on analyse la donnée, et derrière, on prend des décisions. Là, l'idée, c'est de se connecter. Donc, l'outil se connecte à plusieurs applications de sport, donc qu'on connaît ou qu'on connaît un peu moins. On a Garmin, on a Strava, des choses comme ça, Ok. Nobilo qu'on utilise nous. On va récupérer tous les entraînements des gens, donc tous ceux qui sont publics. Donc, ça nous fait un panel assez large quand même. On a plusieurs millions d'entraînements dessus. Hmm. L'outil va venir analyser tous ces entraînements. Et nous, derrière, en tant que coach, on va accéder à l'outil. On va renseigner des profils d'athlètes et l'outil va nous sortir des entraînements qui peuvent correspondre parfaitement au profil qu'on a renseigné. Donc l'idée pour le coach, c'est d'aller, quand il a un doute sur une séance, d'aller sur l'outil. Il a son profil qui est déjà défini, du coup, l'athlète est connu. Il va dire où il en est à peu près sur une préparation d'un objectif et il va voir les entraînements qui ont été faits par d'autres gens dans le monde et les résultats qui ont été associés. Donc on a un score de résultats qui est relié à l'entraînement. Donc ça, c'est notre outil qui calcule le score. Et en fonction du score, bah, il va aller prendre le meilleur. Il va regarder si c'est cohérent quand même avec son athlète et il prendra la séance. Donc c'est vraiment un outil de support au coaching, un outil de décisionnel. Et Super. donc on l'a développé en début d'année dernière, 2025. On l'a mis à dispo de 4 clubs de triathlon. Donc pour le moment, il y a une cinquantaine de coachs qui l'utilisent pour à peu près 600-700 athlètes. Et ça marche plutôt bien. Top. C'était aussi un moyen pour toi de te positionner sur le marché avec une approche qui était différente? Exactement, en fait, c'est un moyen de proposer quelque chose de plus. C'est vrai que du coaching, mine de rien, il y en a pas mal. Alors, on n'a pas forcément besoin de faire quelque chose de plus au final. On avait déjà notre clientèle à la base, ça fonctionnait bien. Mais c'est vrai qu'il y a cette envie quand même d'aller plus loin, de proposer quelque chose de plus précis. Parce qu'on a vraiment développé l'outil en essayant de se rapprocher de l'accompagnement parfait.
On sait qu'on a des lacunes sur certains points et l'outil il répond à ces lacunes. C'était ça. Est-ce que tu as un souvenir marquant à partager? Alors, des souvenirs marquants, ouais, on en a plusieurs. En fait, on a la chance de travailler avec des gens qui vont chercher des objectifs, qui vont chercher de l'émotion et de la fierté. Donc, c'est vrai que des souvenirs, mine de rien, on en a quasiment à chaque course qu'ils font. Si je devais prendre un souvenir d'un athlète qui nous a vraiment marqué, c'est notre plus vieil athlète qui est toujours parmi nous. Donc, c'est un petit monsieur qui a 67 ans. Il s'est mis au sport très très tard, donc il a commencé à 55 ans parce qu'il était malade. Enfin, il a combattu une maladie, il est guéri et il a décidé de se mettre au sport pour essayer d'entretenir sa santé. Et du coup, on l'a accompagné, donc on a commencé, ça a été très long, ça a été très difficile pour nous de l'accompagner parce qu'on ne connaît pas les profils seniors. On ne les connaissait pas en Ah, tout cas. ok. Donc quelqu'un de 55 ans, bon, il était déjà un peu plus vieux quand il est venu nous voir, mais il avait la soixantaine. C'est pas des profils qu'on a l'habitude d'avoir, des moyens d'entraînement beaucoup, beaucoup, beaucoup plus précis qu'il faut avoir. On peut pas se baser sur on lui envoie un bloc d'un mois à faire et on voit au bout d'un mois ce qu'il en est. Le corps est fragile, le sien particulièrement. Hmm, Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de lenteur à apprendre. Le corps assimile beaucoup plus lentement que chez quelqu'un de ok. jeune. Les récupérations sont pas les mêmes, les muscles ne travaillent pas de la même manière. C'est pas évident. Donc on a appris, je pense, autant que lui a appris avec nous. Ça déjà, c'est un bel échange, je trouve. C'est super pour nous, comme pour lui. Et son premier marathon. Donc ça, c'était vraiment son objectif quand il est arrivé, c'était de courir un 5 km. Et on l'a emmené jusqu'au marathon. Et c'est vrai Ok. que de voir Il nous avait fait une petite vidéo à la fin, on avait vu des images et on le voit passer à la ligne d'arrivée en pleurs avec le message derrière. C'est vrai que nous, c'est quelque chose Hmm. qui nous donne envie de continuer, quoi. C'est vraiment pour ça qu'on fait ça. Et est-ce que tu as une anecdote à partager? Ah, des anecdotes, ouais, il y en a quelques-unes. Celles qui reviennent le plus souvent, donc, c'est les oublis de matériel. Alors, c'est assez marrant parce que c'est quelque chose qu'on rabâche tout le temps. On a des listes, on envoie des listes, on a des PDF comme ça qu'on partage les veilles de course pour être sûr qu'ils checkent tout, qu'ils vérifient bien qu'ils aient tout. Et on a quelqu'un, une fois, qui est arrivé, donc en sortant de la natation, il enlève sa combinaison, hop, il arrive à son vélo, il pose ses affaires, il part avec le vélo. Et au moment de passer la ligne de départ à vélo, donc tu cours un peu avec ton vélo, il y a un petit temps entre les deux. Il passe la ligne et il se fait arrêter et il se rend compte que bah, le numéro sur son casque, c'est pas le numéro sur le vélo. Donc il a bien son casque, mais il a pris le vélo du voisin. Il s'en est rendu compte après avoir couru pendant 2 3 minutes avec le vélo. Donc sympa pour le voisin. Il devait chercher son vélo, le pauvre. C'est des petites anecdotes comme ça, les oublis de C'est top. matériel, sinon, qui peuvent te saccager une course. Il y en a pas mal. Ben, on est sûrement un peu ailleurs aussi. C'est des jours forcément particuliers. Ouais, c'est pour ça que tout se prépare à la veille, tout s'anticipe. Normalement, ton sac est fait la veille, tu as tout qui est dedans, tu as vérifié, il n'y a rien à prévoir le matin à part son petit-déj et c'est parti. Et c'est vrai que dans le chaos de la fin de la natation et de la course, on peut s'en mêler les pinceaux. Ouais. Euh, on avait parlé aussi en préparant l'épisode de ton moment préféré, tu vois, des épreuves. Et tu disais, mais moi j'aime bien la ligne de départ. Voilà. Ouais. Est-ce que tu aimes autant la ligne de départ que la ligne d'arrivée? Alors, je pense que la ligne d'arrivée, c'est quelque chose d'assez commun à tout le monde. Forcément, ça fait mal et que ça fait longtemps que ça fait mal, on est content que ça finisse. C'est tout bête, hein, mais c'est comme avoir un rhume. On dort pas pendant 2 3 nuits parce qu'on a le nez bouché, on a les lèvres sèches, tout ça. Et la nuit où on va redormir, c'est super. Bah, la ligne d'arrivée, c'est pareil. On a mal depuis 2 3 heures et quand on passe la ligne d'arrivée, c'est super. Tout s'arrête. Nickel. Mais j'avoue que c'est pas mon moment préféré. Comme tu le dis, moi, je préfère un peu l'avant-course. En fait, c'est souvent le matin, assez tôt pour les plus grosses courses. Donc, on se pointe, il peut être 6 heures 6h30 du matin. Et en fait, le rituel en triathlon, c'est d'aller mettre son vélo dans un parc à vélo, donc un endroit Ouais. où il nous les garde, de poser les affaires à côté. On se débarrasse de ceux dont on n'a pas besoin. Et puis après, on va à la ligne de départ de la natation. En fait, dans ce parc à vélo, il y a une ambiance un peu solennelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand monde qui parle. Il y a des gens qui se connaissent, ils se disent bonjour, mais il n'y a pas de grande discussion. Chacun est concentré sur ses affaires. Souvent, il y a le soleil qui se lève, c'est assez sympa. C'est vraiment une ambiance que j'adore, moi. C'est le calme avant la tempête.
Et est-ce que tu arriverais à décrire justement de la ligne de départ jusqu'à la ligne d'arrivée les émotions par lesquelles tu passes? Ouais. Alors, je pense qu'il n'y a pas une ligne de départ, une ligne d'arrivée. Je pense qu'il y en a trois pour le coup. Comme on disait tout à l'heure, c'est trois sports. Donc, je pense qu'il y a Ah, trois ok. grandes étapes et chacune de ces étapes a des sous-étapes. Si on prend la natation, c'est beaucoup de stress. La natation, c'est vraiment un... Enfin, pour moi en tout cas, je suis pas nageur de base. C'était quelque chose d'assez stressant pour beaucoup de nos athlètes aussi. C'est un stress parce qu'on sait qu'on va se jeter à l'eau. Alors, nager en eau libre, quand c'est calme, tout seul, c'est OK. C'est presque comme la piscine. Sauf que se jeter dans l'eau, parfois dans la mer, c'est salé, il peut y avoir des vagues et qu'il y a 1000 personnes autour de soi, c'est pas pareil. C'est un peu plus compliqué. On sait qu'on va prendre des coups, on sait qu'on va devoir pousser. Donc, il y a pas mal de stress au départ de la natation. Il y a aussi le stress du fait qu'on sait qu'on part pour une course, qu'on va accomplir quelque chose, qu'on va accomplir un objectif qu'on a préparé depuis un moment. Donc, il y a la peur de ne pas y arriver, il y a la peur d'avoir un problème. Une fois qu'on est lancé en natation, alors là, pour le coup, on oublie tout. C'est la machine à laver, on y va, on fait ce qu'on a à faire. En général, le début est un peu dégueu, on est un peu perdu, on prend des coups, il y en a qui ont des problèmes pour respirer, pour trouver le rythme. Une fois qu'on a trouvé le rythme, ça déroule sans souci. Ensuite, il y a la sortie de natation, donc là, il y a la tête qui tourne. C'est un classique pour tous les débutants et même les confirmés. Le fait d'être resté horizontal pendant un long moment, ça fait Mm. la tête qui tourne quand on se redresse. Et là, c'est un peu le bazar parce que du coup, il faut aller mettre ses chaussettes, il faut aller mettre ses chaussures tout de vélo, tout en ayant la tête qui tourne. Donc c'est assez compliqué. Cette première transition, elle est souvent difficile. Bon, c'est qu'une étape à passer, c'est pas compliqué, ça demande pas d'effort, mais parfois, il faut mettre une petite serviette par terre et s'asseoir pour mettre les chaussettes. Pas évident pour tout le monde. Et donc ensuite, on s'élance sur le vélo. C'est le sport qui est le plus long. Donc on sait Mm. qu'on va partir pour un long moment et on a pas mal de choses à penser, mine de rien. Il faut s'alimenter, il faut s'hydrater. Donc à la natation, on n'a rien mangé, on n'a pas bu à part la tasse. Donc là, le but, c'est que sur le vélo, on essaye de rattraper un petit peu ce retard d'alimentation au début. On essaye de maintenir ensuite son taux de glucides, son hydratation. Et à la fin, on essaye de préparer au mieux la course à pied après. Donc l'idée, c'est de ne pas arriver à la course à pied avec le ventre plein et oula, pardon, en ayant mangé juste avant. Donc le but, c'est d'anticiper ça Ok. pour arriver léger et sans problème gastrique. Donc il y a quand même pas mal de boulot. Donc le vélo, ouais, c'est ça, c'est un effort constant et de la nutrition. C'est la partie un peu agréable, on va dire. Et la course à pied arrive à la fin, et la course à pied, c'est vraiment le... Ça peut être le calvaire, comme ça peut être le bon moment. C'est un peu aléatoire, en fait. On ne sait pas trop dans quel état on va être. On sait qu'on est prêt pour ce qu'on va faire, mais on ne sait pas ce qui va se passer. On peut avoir des problèmes de digestion, on peut avoir des nausées, on peut avoir mal partout, on peut ne rien avoir. Tout peut bien se passer, et c'est souvent délicat. C'est vraiment quand on commence à courir qu'on sait la course qu'on va devoir faire. Ok. C'est ce qu'on appelle généralement le juge de paix, et c'est assez vrai. Qu'est-ce que tu dirais sur ce qui fait sens pour toi aujourd'hui? Qu'est-ce que ce projet-là, d'avoir lancé cette activité en parallèle, qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que ça m'apporte? Bah, alors, si je veux être franc, ça m'apporte des revenus supplémentaires. Mm. Ça m'apporte surtout de l'accompagnement et de la transmission. On en parlait tout à l'heure. C'est vrai que Mm. j'ai eu ma bascule de sportif à coach, qui fait Oui. que je prends beaucoup plus de plaisir maintenant à suivre des gens et à transmettre que à pratiquer moi-même. Donc, c'est une manière pour moi de continuer dans le triathlon sans avoir à transpirer, en faisant transpirer les autres. Ça, c'est plutôt cool. Et derrière, on récupère quand même des émotions, de la fierté de nos athlètes. On récupère des contacts avec des gens qui sont souvent très intéressants. C'est-à-dire qu'on est plus, on démarre comme des coachs, on a des échanges un peu froids et au fur et à mesure, ça devient presque de l'amitié avec eux. Mm. Est-ce que tu dirais que tu t'es découvert une vraie passion pour le coaching? Je saurais pas te répondre. Je ne sais pas si c'est une passion ou pas. J'aime beaucoup ce que je fais. Je trouve ça, comme tout à l'heure, je trouve ça amusant, mais je ne sais pas si c'est une passion. Non, je pense pas. Je pense que j'ai une passion pour le sport d'endurance, quel qu'il soit, mais j'ai pas une passion pour entraîner. Non, je le fais avec énormément de plaisir là actuellement, et c'est juste pour ça que je le fais, parce que ça m'amuse, ça m'éclate. Tu vois, quand on rencontre des personnes et qu'on dit bah, qu'est-ce que tu fais dans la vie, tu sais, souvent on se définit par son métier.
Est-ce que toi, maintenant, quand tu dois te présenter, tu donnes les deux? Non, pas du tout. Non, 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 je donne que mon métier principal. D'accord. C'est vrai que c'est pas. Alors déjà, j'aime pas parler de mon métier principal et je sais pas pourquoi, mais j'aime pas non plus spécialement parler aux gens de mon activité secondaire. Il y a un côté un peu pudique, je pense, là-dessus. Mm. Alors je ne l'explique pas, je sais pas pourquoi je suis pudique là-dessus, mais c'est comme ça. Donc non, j'en parle pas spécialement. Alors mon entourage proche sait ce que je fais quand même, mais ça s'arrête là. Dans ta vision et ton approche avec tes clients, c'est comment tu fonctionnes? Alors on fonctionne, donc ce que je te disais tout à l'heure, tous les trois un peu différemment. Pour ma part, c'est beaucoup de suivi, beaucoup de communication. Donc on travaille, en fait, on a un échange au début. Quand un nouveau client arrive, on a un échange pour faire un peu le bilan sur qui il est. Oui. On se présente un peu, on présente les athlètes qu'on entraîne pour qu'ils essayent de se repérer un peu dans la masse. Une fois qu'on a fait nos présentations, donc si on part avec l'athlète, on va commencer à utiliser, donc nous c'est Nolio, une application de coaching. Donc cette application, en fait, ça permet à l'athlète, juste en créant un compte, d'avoir toutes ses séances, une espèce de calendrier avec tout ce qu'il doit faire. Donc ces séances, c'est nous qui les programmons. Donc c'est là l'intérêt du coaching personnalisé. Donc c'est que chacun a des séances différentes. Ces séances, donc on lui met en général par bloc de 2 semaines. Donc pendant deux Ok. semaines, il va avoir son planning. Et au bout de 2 semaines, on fait un bilan. Donc on échange soit en visio comme on est là, soit en téléphone. On échange, on regarde ce qui n'a pas été, ce qui a été dur, ce qui a été trop facile. Et on lui présente les 2 semaines d'après, en essayant de tenir compte, bien sûr, de tout ce qui a été dit. Donc ça arrive parfois, pendant les échanges, qu'on fasse des petites modifications pour les séances à venir. Et au-delà de ça, donc ça, c'est vraiment la routine qui va s'installer. Et au-delà de ça, on a un échange à peu près, je dirais franchement, tous les 2, 3 jours, 3, 4 jours, allez, s'il y a des questions. Donc, une question à poser, ils ont notre numéro de téléphone, ils nous la posent, on répond. On a des groupes, pareil, entre les athlètes. On a Ah des oui, d'accord. groupes, on les a fait de manière assez facile. On a fait un groupe homme, un groupe femme. Waouh. Et donc, quand il y a des questions qui reviennent assez souvent, on sait qu'il y a des athlètes qui posent les questions, il y en a qui ne les posent pas. Ça, c'est humain, il y a des gens qui n'aiment pas déranger. Oui. Donc, quand il y a des questions qui reviennent assez souvent, on répond à tout le monde. On fait un message pour tout le monde, comme ça, on est sûr que même ceux qui n'osent pas ont les réponses. Et c'est à peu près tout. Ça arrive qu'on ait des appels aussi de temps en temps, si vraiment quelqu'un a besoin de parler, ou veille de course aussi, en général. Ah, On pour a une petite rassurer. séance la veille de course Ok. qui est sympatoche et on les appelle à la fin pour savoir dans quel état d'esprit ils sont. Ok. Est-ce que l'accompagnement pour toi, c'est la clé? Parce que tu vois, moi, je dis souvent qu'il y a plein de choses qu'on peut faire tout seul. Tu vois, c'est comme moi, il y a des gens qui viennent me voir qui me disent, bah ouais, mais voilà, je pourrais faire mon bilan de compétences tout seul. Je dis oui, mais bon, se faire accompagner, Hmm. c'est souvent la clé. Et c'est quelque chose qui est souvent revenu dans certains épisodes aussi. Je pense à Vincent de la CCI qui était venu intervenir sur la création d'entreprise, qui avait aussi répondu à cette question. Donc, voilà, je voulais ton regard. Qu'est-ce que je peux te dire? Moi, je pense que c'est pas forcément la solution en triathlon, enfin en sport de manière générale. C'est Ouais. vrai que maintenant, on a accès à énormément de choses facilement. C'est à double tranchant cette histoire parce qu'on peut trouver ce qu'on veut, mais on peut aussi trouver n'importe quoi. Ouais. Je pense que nous, l'accompagnement, c'est plus un choix à faire. Mm. Si la personne veut juste faire son petit objectif, qu'elle veut pas se prendre la tête avec un suivi, elle trouvera ce qu'il faut, il n'y a pas de souci. Si la personne veut essayer d'aller chercher le meilleur d'elle-même, là, c'est peut-être Mm. préférable de faire appel à des professionnels. On a quand même de la compétence, on a un plus à apporter dans l'histoire, et puis, mine de rien, on a quand même la capacité d'empêcher beaucoup de blessures. Parce que c'est le Ouais. risque avec les préparations qu'on trouve toutes faites sur Internet, c'est bien, mais c'est pas forcément adapté à tout le monde. Ok. Tu m'avais parlé aussi des formations, que tu en avais suivi plusieurs. Est-ce que tu veux bien nous en parler? Qu'est-ce que tu es allé chercher? Ouais, alors là, pour le coup, je vais parler au nom des trois personnes. Donc, on a Ok. tous les trois une formation en sport et en coaching de triathlon. On a la même de base. Et par contre, on a essayé d'approfondir un peu le truc avec nos problèmes perso. C'est-à-dire que moi, j'avais pas mal de problèmes de nutrition sur mes courses. Donc, j'ai été me former en nutrition du sportif.
Donc la nutrition du sportif, ça englobe toute l'alimentation de manière générale et l'alimentation de course. On a Nicolas, lui, c'était plus des soucis liés au mental. Donc Ok. pareil, il a été se former sur l'accompagnement mental. Donc c'est une formation qui lui permet aujourd'hui d'accompagner essentiellement des athlètes de très haut niveau. Mm. C'est vrai que sur des débutants ou des confirmés, il y a tellement de motivation, il n'y a pas encore de routine installée, donc le mental, il est frais, la motivation, elle est là, il n'y a pas forcément besoin. Mais sur des athlètes plus confirmés, il y a vraiment cette grosse routine qui peut les user parfois. Et c'est là que ça intervient. Et voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a. En fait, on n'a pas non plus un champ illimité de formation ou de compétences à développer. Mais on apprend, mine de rien, tous les jours, ne serait-ce qu'en échangeant avec nos athlètes. Est-ce que tu trouves que tu as un tempérament d'entrepreneur? Alors, est-ce que tu peux me donner la définition d'un tempérament d'entrepreneur? Je te dis Euh, si je suis dedans. ben, est-ce que tu vois le côté discipline, prendre des risques, ben, justement, motivation, aussi avoir une stratégie, je sais pas, la création d'offres. Alors, je pense que sur certains points, oui. Alors, c'est un peu bateau comme réponse, je suis d'accord. Mais oui, je pense que sur l'envie de prendre des risques, on l'a. On l'a, même si tu me diras qu'on l'a que à moitié, vu qu'on a quand même gardé notre activité professionnelle derrière. Donc on prend des risques, mais ils sont mesurés. C'est plutôt comme ça que je verrai la chose. La création d'offres, c'est quelque chose sur lequel on réfléchit énormément en ce moment. Donc, depuis qu'on a lancé notre outil DataLab, c'est vrai qu'on s'ouvre potentiellement à quelque chose de beaucoup plus gros qu'entraîner des athlètes, nous trois. Mm. Donc on est en train de travailler dessus actuellement. On a des projets pour l'avenir et donc je pense que oui, on est carrément dedans. Sinon, sur les autres points, je suis pas convaincu qu'on se retrouve trop là-dedans. Je pense qu'on est plus des sportifs à la retraite que des entrepreneurs. Quel parallèle justement tu fais toi entre sport et entrepreneuriat? Est-ce qu'il y a des points communs? Oui, bon, clairement, il y en a. C'est une évidence. Faut se lancer. Quand on veut faire une course, quand on veut atteindre un objectif, faut se lancer aussi. Donc il y a le déclic, il y a un peu ce déclic de se dire, allez, on Mm. y va. Prends le risque d'y aller et on verra bien ce qui se passera. Il y a aussi le côté où ça se prépare, où il faut pas faire n'importe quoi. Mm. Donc là, c'est pareil. On a commencé par faire n'importe quoi. On s'est rendu compte à certains moments qu'on faisait un peu n'importe quoi. Donc avec du recul, bon, c'est toujours pareil, hein. Une fois qu'on sait, c'est plus facile, mais c'est vrai qu'on n'a Ouais, pas fait forcément tout bien. On ne s'est pas fait accompagner. On aurait peut-être dû. On va rebondir sur ta question de tout à l'heure. Ouais, c'est vrai qu'on aurait pu nous aussi se faire aider à un moment, je pense. Bon, on est trois mecs, hein, on est parti du principe qu'on savait tout faire, hein, forcément. Et il y a eu quelques petits soucis, mais enfin rien de grave. Mais c'est vrai qu'on apprend au fur et à mesure. Et bah, sur une oui, oui. course, au final, sur le sport, c'est exactement la même chose. On fait des erreurs au début, on les corrige après. C'est le principe de l'expérience. Donc oui, je Ouais. pense qu'il y a énormément de similitudes Mm. entre les deux. Est-ce que tu as fait justement des erreurs au début ou des difficultés, des trucs que tu n'arrivais pas à faire? Alors oui, on a fait des erreurs au début. Au tout début, on a voulu se lancer sur un outil qui nous permettait d'avoir des process de coaching. Donc en gros, on aurait fait tous les trois la même stratégie sur nos entraînements. Mm. Alors on a travaillé là-dessus, on a dépensé de l'argent là-dessus, on a essayé de manager la construction de ce truc nous-mêmes et ça a été un fiasco. Il n'y a Ok. jamais rien qui est sorti, on n'a jamais été d'accord sur quoi que ce soit. Je pense que notre relation, on a pris un coup à ce moment-là. Et au bout d'un moment, on s'est dit, en fait, ça marchait très bien avant. On est en train de se compliquer la vie avec quelque chose, on arrête tout. Donc c'est une décision qui n'est pas évidente à prendre quand on a mis un peu d'argent dedans et beaucoup de temps. On s'est dit, on est en train de foutre le bazar partout, on arrête. On a Ok. pris la décision avec un peu de retard aussi. Et- Ça fait partie du jeu, mais oui. on n'est pas déçu de l'avoir prise actuellement. Et par contre, on ne s'interdit pas d'y revenir, mais d'une manière différente, Mm. accompagné avec beaucoup plus de structure. Justement, est-ce que l'accompagnement que vous proposez, c'est celui que vous auriez aimé avoir à un moment donné? On a tous été accompagnés à un moment donné, et c'est vrai que indirectement, on essaye d'appuyer là où on a manqué quand on était Oui. accompagné.
Je pense, je vais pas parler pour Nicolas et Louis, mais pour moi, c'était plus au niveau de la communication, donc l'accompagnement, la présence du coach. C'est vrai que j'ai été suivi pendant 2 ans et demi, et à certains moments, je sentais qu'au début, il y avait une vraie motivation, on échangeait souvent, et à un moment, c'est vrai qu'on a perdu l'échange. Donc, Ah, j'avais mes ok. séances sur mon appli, je faisais mon bazar, et puis basta, quoi. Arrivé à un point où même à certains moments, c'est des courses et je pense que le coach était même pas au courant, quoi. Ah Donc ouais, c'est vrai mais que là, ça, on c'était... tient à tout prix à l'éviter. Et après, on se rend compte quand même au fur et à mesure que c'est pas toujours évident. Quand on a une quinzaine d'athlètes, on peut avoir 15 courses sur un week-end, ça arrive. Donc c'est pas toujours évident de penser à tout le monde, mais bon, on a des moyens pour s'en souvenir, heureusement. À quel moment tu t'es dit que ce que tu avais appris pourrait servir à d'autres personnes? Je pense qu'on va revenir à la bascule dont on parlait tout à l'heure. C'est Ok. vraiment le moment où j'en ai eu ras-le-bol. Je me suis dit, bah, j'en ai ras-le-bol, mais j'ai envie de continuer. Donc, on va aider les gens, on va les emmener, on va aller chercher ce que moi j'ai trouvé avec eux. Et je voulais savoir, dans ton approche, comment tu arrives à être à la fois, tu vois, rationnel, structuré et avoir aussi l'exigence de l'accompagnement, tu vois, sur la présence, justement, l'écoute, la motivation. Comment tu combines les deux? Alors, la présence, c'est l'accompagnement, c'est assez naturel parce qu'en fait, j'ai envie de savoir. J'ai envie de savoir où ils en sont, ce qu'ils font, comment ça se passe. J'ai ce besoin de savoir. Je suis hyper curieux, j'ai envie qu'ils me parlent, j'ai envie qu'ils me disent, et c'est super naturel pour moi de faire ça. Derrière, il y a aussi le côté où plus on en sait, plus on va pouvoir adapter, plus on va être proche de la réalité de la tête. Ça, c'est important. Et sinon, je ne sais pas si le reste est naturel. Je ne sais pas si d'échanger avec ces gens, c'est quelque chose de naturel chez moi, mais en tout cas, j'y ai pris goût. Donc maintenant, vu que c'est du plaisir et de l'amusement pour moi, bah, je le fais. Ok, C'est tout. pose pas de questions. Non, 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 non. Ou en tout cas, j'ai pas de questions qui viennent, donc c'est plutôt bon signe. Est-ce que tu aurais 3 conseils à partager? Et tu m'avais dit les conseils à partager pour devenir un bon athlète. Alors pour devenir un bon athlète, ça se joue sur 3 terrains, je pense. Je pense qu'il y a un terrain qui est l'entraînement, donc classique, évident. Se faire accompagner, c'est toujours mieux. Il y a des coachs, il y en a beaucoup maintenant, il y en a de plus en plus. Oui. Faut pas prendre n'importe qui non plus. Faut faire attention, mais de manière générale, ce sera toujours plus efficace d'être accompagné que de se débrouiller soi-même. Donc il y a l'entraînement en premier point. Deuxième point, c'est la nutrition. Alors, la nutrition, c'est extrêmement important. On s'en rend pas forcément compte, mais qui dit une bonne nutrition, dit de bons entraînements, dit de la force à l'entraînement, du repos de manière générale, un corps qui est beaucoup plus costaud. Et le troisième point qui découle aussi de la nutrition, c'est la récupération. Donc le sommeil essentiellement, l'hydratation. Donc ça, c'est des points qui sont super importants parce qu'un bon sommeil, ça va te donner une bonne forme. Et une bonne forme, ça va faire un bon entraînement. Mmh. Donc les 3 points sont liés, mais c'est vraiment c'est la sainte trinité de l'entraînement du sportif. Est-ce que tu as des projets, des rêves pour la suite? Et ouais, c'est ce que je te dis, commencer à te dire tout à l'heure. On a quelques projets, notamment liés à notre outil, le Data Lab. Donc dans Ouais. l'idée, ce serait d'essayer de développer un peu le côté commercial du produit. Donc là, on a un produit qui est fonctionnel, qui est efficace, qui fait super bien son boulot, mais qui est pas du tout user-friendly. Il est moche, il est pas pratique. Enfin, c'est vraiment un sujet qu'on doit travailler. Donc là, on a fait appel à quelqu'un pour ça. Donc on va travailler là-dessus, on va essayer de le rendre sympa. Et à terme, on va essayer de le vendre. Qui sont tes rôles modèles, toi? Est-ce que tu as des personnes, personnalités qui t'inspirent? Ouais, il y en a plusieurs. Je pense, si on reste dans le domaine du sport et du triathlon de manière générale, on a quand même des sacrés athlètes. Je pense que c'est un des sports, sans aucune hésitation, qui est les plus difficiles. Il s'agit quand même de se faire mal pendant quelques heures et c'est pas donné à tout le monde. Quand on parlait tout à l'heure des semaines d'entraînement, où je te disais qu'on arrivait à 20-25 heures parfois sur des grosses préparations, où on a carrément un emploi du temps d'athlète de haut niveau, c'est vrai qu'on a une discipline et une dynamique d'athlète de haut niveau, mais quand on compare
à des vrais athlètes de haut niveau dans le triathlon, c'est que dalle. Et en fait, tous ces D'accord. gens-là qui ont un niveau d'exigence qui est si élevé que je ne pourrais même pas penser ce qu'ils font dans leur journée pour en arriver là, c'est des gens qui me fascinent. Si je prends un exemple très français, on va être chauvin, je pense à Sam Leblo qui a été champion du monde à 23 ans, à Nice en plus, donc d'Ironman, la full distance. Donc à Nice, qui a un parcours extrêmement exigeant, avec beaucoup de chaleur, c'est un mec qui me fascine parce qu'il vit pour ça. Tu as l'impression qu'il est né pour ça, quoi. C'est un robot, il fait que ça, mais en même temps, il fait ça avec énormément de sérieux et beaucoup d'autodérision. C'est quelqu'un qui est très présent sur les réseaux sociaux et c'est vrai qu'on a l'impression qu'il se marre, quoi, tout le temps. C'est quelqu'un qui s'amuse, tu sais, il taquine un peu les autres athlètes et tout. Enfin, c'est vraiment une mentalité exceptionnelle. Donc moi, ce mec-là me fascine. Et en dehors du sport, si on en revient au cinéma, ouais, je suis assez fasciné par Christopher Nolan, Ok. réalisateur qui propose un cinéma qui est à lui et que j'aime beaucoup. C'est un mec qui a créé son style de cinéma et c'est génial. Top. Et C'est sinon, très... au-delà de ça, ouais, je vais faire un peu plus dans le sentimental. Il y a certains de mes athlètes pour qui j'ai de l'admiration quand même. C'est des gens qui ont essentiellement un parcours de vie pas évident. Puis il y en a qui sont similaires à moi, qui ont un parcours assez facile où tout va bien, donc on fait ça pour le plaisir. Et il y en a qui font ça pour autre chose que pour le plaisir, et ça, c'est quelque chose que j'admire beaucoup. c'est très bien. Le thème fil rouge de cette année dans le podcast, c'est la réussite. Donc, je voulais ta définition de la réussite. Alors pour moi, la réussite, c'est une seule chose, c'est s'amuser continuellement. C'est faire les choses parce qu'elles nous plaisent et parce qu'elles nous amusent. Donc Génial. si on rigole, si on prend du plaisir à faire des choses, c'est qu'on a C'est que- carrément réussi notre journée, quoi. c'est qu'on est au bon endroit. C'est Ouais, génial. carrément. Alors, il y a une tradition aussi depuis le début de l'année, c'est que l'invité précédente t'a laissé une question et que tu vas laisser une question pour l'invité suivant. Donc, tu as la question de Marine à répondre. Est-ce que ton quotidien aujourd'hui te rend réellement heureux? Que mon quotidien me rend réellement heureux. Je pense que oui. Mon quotidien m'amuse. Pour la 14e fois, je te le dis, je m'amuse. Ok. Ce que je fais le matin m'amuse. D'aller au boulot, ça me plaît. C'est un travail qui me convient. Prendre soin de mes petits athlètes le soir, c'est quelque chose qui m'amuse aussi. Essayer d'élargir notre projet, de le lancer vers un peu plus de monde qu'actuellement, c'est quelque chose qui m'amuse aussi. Euh, on dit souvent que c'est notre bébé qu'on est en train de voir grandir. Bah, je pense que nous, on en est un peu là. Et je suis pas parent, mais je pense que beaucoup de parents nous diraient que c'est les meilleures années quand ils sont petits et qu'ils grandissent. Donc, je pense qu'on est en train de vivre, nous, nos meilleures années sur notre projet. Donc, oui, je pense que je suis heureux. Je te laisse aussi donner ta question pour l'invité suivant ou suivante. Alors, ma question, elle est simple. C'est vrai qu'on parle souvent dans les projets pro d'ambition. En fait, ça part souvent d'une ambition et l'ambition, c'est quelque chose que j'ai du mal à avoir, moi. Je sais que je suis très terre à terre, je vois pas forcément très loin devant. Donc les gens qui ont de l'ambition, ça me fascine assez. Ma question, ce serait si on apparente l'ambition à une course, pour rester dans le thème, Oui. jusqu'où ça irait pour eux? Ce serait quoi leur finish line? Super, merci. Alors, j'avais aussi proposé à tes associés de te laisser des questions et je suis trop contente parce qu'ils ont joué le jeu, ils ont accepté mon idée. Donc, on va passer aux questions de tes associés. Donc, il y a Louis qui a laissé la question suivante. Penses-tu que la data à terme remplacera le coaching humain? Alors ça, c'est un sujet qu'on a énormément vu entre nous. Parce Oui, qu'en fait, on a des possibilités maintenant avec l'intelligence artificielle. Il y a de plus en plus d'outils, d'applications qui sont basés là-dessus. On a hésité à prendre le virage. Enfin, à vrai dire, on n'a pas hésité longtemps. On était d'accord sur le fait que pour créer quelque chose de très passif, qui pour le coup n'avait pour but que de générer des revenus passifs pour nous, c'était une très bonne idée, mais c'était partir un peu à l'opposé de ce qu'on recherchait nous. mm, Donc la data, bien sûr, qu'elle est en train de prendre de la place, de remplacer tout ça, je sais pas. Je pense que de plus en plus, elle complète en tout cas notre activité, ça c'est sûr. Ça fait des années qu'on commence à utiliser la data, on s'entraîne plus avec un chronomètre autour d'une piste. On a des moyens de la récupérer, on a de plus en plus de moyens de l'analyser. Donc ça, oui, c'est quelque chose qui progresse.
Je pense pas qu'elle remplacera à terme. Les gens qui viennent nous voir, ils auront toujours besoin d'un humain derrière qui leur parle, qui Mm. les écoute. Si un jour les intelligences artificielles ou la data, je ne sais comment, arrivent à faire ça, alors oui, on servira plus à rien, mais je pense qu'on n'en est pas rendu là quand même. Ouais. Et Nicolas, il a laissé la question, quel conseil donnerais-tu à un coach qui veut se lancer avec nous? Alors, cette question, elle est un peu malhonnête parce que on est en train de chercher quelqu'un en plus. Donc, c'est assez marrant. On cherche une femme pour nous accompagner. C'est dur à trouver, mais on cherche activement. Je pense que qu'est-ce qu'on peut dire à un coach pour qu'il ait envie de nous rejoindre? C'est assez compliqué parce que nous, on s'est trouvés tous les trois parce qu'on était amis. Donc, je pense qu'il faut juste quelqu'un qui a envie de suivre notre exemple, qui a envie de faire comme nous, qui a envie de prendre du plaisir à accompagner des gens, qui aime l'accompagnement des gens. Je pense que c'est primordial. Il faut vouloir donner pour recevoir dans ce qu'on fait. Donc, on donne de notre temps et on reçoit, on partage les émotions des gens à l'arrivée et la fierté. Et c'est juste ça qu'il faut. Il faut avoir envie de donner et envie de recevoir aussi. Donc, si quelqu'un écoute et une femme se reconnaît dans vos valeurs et le projet, elle peut te Il faut contacter. pas hésiter à nous contacter, ouais. Ok. Eh ben, ça va être l'heure justement de l'instant promo. Où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux? Alors, on n'a pas énormément de réseaux pour le moment. C'est vrai qu'on s'y est mis un peu tard. Nous, on a un peu du mal avec ça. On est des mauvais élèves là-dessus, mais on fait des efforts de plus en plus. Donc, on est sur Instagram. Donc, c'est la finish line, tout court. Et sinon, on a un site internet. Donc, là, on va retrouver toutes les infos, tout ce qu'on fait, comment on prend contact avec nous, tout ça. C'est www.lafinishline.fr. C'est ça. Top. Je vais aussi te laisser choisir le mot pour les auditeurs qui auront écouté jusqu'au bout pour qu'ils puissent commenter l'épisode. Quel mot as-tu choisi? Alors, j'ai pris un mot on en parlait au début, que j'aime pas spécialement, c'est la résilience. Alors, c'est Ok. vrai que, alors j'y ai pensé en préparant les réponses, parce que je me suis dit qu'au début, je critiquais un peu ce mot-là, où j'y croyais que moyennement. Je pense que c'est vraiment un caractère de tout un chacun. Il y en a qui l'ont, il y en a qui l'ont pas. Au final, je me rends compte quand même que c'est un peu le mot d'ordre de tout, que ce soit pour le sport ou pour se lancer dans une activité d'entrepreneur. C'est quand même quelque chose qui nous tient debout. On va dire, c'est un peu la colonne vertébrale, c'est-à-dire on peut se faire taper dessus et s'arrêter, mais on peut aussi se faire taper dessus et se dire que bah, c'est pas grave, ça fait partie du truc. C'est de l'expérience, on continue et on en sortira plus grand. Donc ouais, je pense que c'est le mot résilience qui va rester. Super. Bon, bah, j'ai noté, voilà. Vous pouvez commenter l'épisode avec ce mot-là, résilience. Alors, avant de te laisser conclure, je voulais juste prendre la parole quelques secondes, parce que c'est un épisode particulier, ce sera le 30e du podcast. Donc, en fait, on dit qu'on est podcasteur à partir de 20 épisodes et qu'au 30e, on tient une ligne éditoriale qui est claire et assumée. Et je pense que cet épisode, il tient plutôt bien la route. Donc, c'est vraiment une étape symbolique, je trouve, dans le podcast. Donc, merci aux auditeurs qui écouteront, ceux qui écoutent aussi régulièrement. Je voulais te remercier aussi pour ton implication dans la préparation de l'épisode, parce qu'on a bien bossé et je pense que ça s'entend. Donc voilà, encore merci et je te laisse conclure. Tu connais la consigne, le dernier message à transmettre et terminer par le titre du podcast. Et ben déjà, je vais te remercier moi aussi parce que c'est Plaisir. super sympa de m'avoir invité, même de nous avoir invités en soi, parce qu'on est quand même trois derrière. Donc c'était un super moment, c'était super agréable d'échanger avec toi. Si on retourne un peu plus sur notre thème d'activité, c'est Ouais. vrai qu'on est sur un parallèle entre le sport et l'entrepreneuriat qui est relativement simple à voir. Je pense que ce soit une course ou de l'entrepreneuriat, c'est le même principe. Il faut oser à un moment, il faut vouloir y aller, il faut se motiver à y aller. Une fois qu'on a ça, qu'on a la motivation et qu'on se lance, on va affronter quelque chose qu'on ne connaît pas. On va avoir des couacs à certains moments, donc ça va pas être tout rose, ça va pas être tout linéaire du début à la fin. Je pense on a suffisamment d'expérience, nous, maintenant, pour se rendre compte de ça. Donc, on parlait tout à l'heure des petits soucis qu'on a pu avoir, on les a eus, on les a surmontés. On a eu des hauts et des bas, nous-mêmes, nous trois, dans notre relation. C'est vrai qu'on n'a pas toujours été au beau fixe. Au final, on est arrivé maintenant, je pense qu'on est plus soudés que jamais. On est d'accord sur ce qu'on veut faire, on est d'accord sur où on va.
Et ça, c'est super. Ça nous a créé une relation à nous trois. Je pense qu'on est reliés par ce bébé qu'on est en train de préparer, qu'on fait évoluer. Je vois pas comment on aurait fait sans être ensemble. Je pense qu'on est Ok. trois personnalités qui ont besoin d'être accompagnées. Alors accompagnées, ça ne veut pas dire forcément par quelqu'un qui sait faire, juste d'être à côté de quelqu'un qui fait la même chose que nous. On a trouvé notre force là-dedans. Donc on se complète pas forcément dans notre activité, mais dans notre envie d'avancer. L'image que j'ai, c'est qu'on ne ferait pas les choses comme on les fait si on était tout seul. On a la force d'un tout petit collectif, mais on a quand même la force d'un collectif. C'est ce qui nous permet, nous, d'avancer. On s'est entouré de personnes qu'on a choisies, des personnes qu'on trouve brillantes, qui nous ont fortement aidés. On travaille actuellement sur un projet, c'est pareil, on s'est entouré de personnes qui font du bon boulot. Et j'espère qu'à la fin, on récoltera tous les fruits de ce travail. C'est un peu Bien sûr. l'objectif. Si on revient un peu plus sur le bonheur, le côté bonheur de l'activité, je suis à peu près sûr qu'on est dedans. C'est assez difficile à dire, c'est quelque chose qui est pas matérialisable, donc c'est flou. Mais je pense qu'on est content de faire ce qu'on fait. On en tire des bénéfices, on en tire des relations avec des gens. Je pense que c'est là le plus important. On se fait des amis. Eux, ils traversent des émotions qui sont folles. On les connaît. On sait que ces émotions, on a envie que tout le monde les ait un jour. Et c'est l'avantage du sport, c'est l'avantage de la difficulté dans ce sport. C'est qu'au bout, on a de l'émotion, on a des pleurs, on a de la fierté, on a souvent des proches aussi qui nous contactent, des proches d'athlètes. Donc sur des grosses courses, on aime bien qu'ils nous contactent pour échanger avec eux, pour leur expliquer comment motiver un athlète. En fait, c'est tout con, Ok. mais juste une présence sur le bord d'une piste, ça peut aider. Et on remercie également ces gens-là qui participent aussi à notre travail. C'est un travail d'équipe aussi pour les athlètes. Ils ne sont pas tout seuls, on est là, ils ont aussi leurs proches, c'est toute une équipe autour d'eux. Pour notre projet, c'est toute une équipe aussi. Donc, j'ai envie de dire aux gens que s'ils veulent y aller tout seuls, ils peuvent, mais ils seront jamais mieux que bien accompagnés. Donc, faut pas hésiter à s'entourer. Si on a des envies, si on a des projets dans la tête, c'est que on est déjà fait pour ça, je pense. Donc, faut les laisser parler, faut y aller, faut se lancer et surtout, n'oubliez pas de rêver. Mais génial. Merci beaucoup. Et ben, je t'en prie, merci à toi. C'était un super moment. Génial.